Bonjour à tous, on est toujours en direct du Salon des entrepreneurs de Paris et les émissions se suivent et se ressemblent pas. On a une petite surprise pour vous cet après-midi. Je vous en dis pas plus et je vous laisse tout de suite regarder un petit moment de poésie. Chers entrepreneurs, chers extrapreneurs, chers leaders en plein cœur d'incarner vos valeurs de leader au grand cœur, voici un manifeste poétique pour prendre de la hauteur. Et si vous faisiez une pause pour oser, tel des magiciens d'Oz, composer la métamorphose du cosmos en osmose. Bienvenue dans un voyage au cœur du la de votre musique, sous l'arc-en-ciel poétique de vos talents uniques. Entre capital humain et leadership éclairé de demain, on ne naît pas leader, on le devient, main dans la main. Sur le parchemin de votre destin commun, pour enfin ne faire qu'un, est inscrit au masculin et au féminin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive, tous sublimes de l'intime à l'intime dans l'intelligence collective. Car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant qu'on se cultive dans le champ de tous les possibles. Telle est la légende réenchantée du point G. Du point G comme génial. Notre idéal pour toucher les étoiles de l'ikigai managérial. Le curriculum vital de nos richesses humaines en version originale, avec le bonheur au travail, en guise de nouvelle quête du Graal, ad vitam aeternam. Alors résignons passion du cap italisme au cap humanisme, du taux de croissance au taux de conscience, de l'intelligence artificielle à l'intelligence de l'âme, de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, des business models à des entreprises un peu plus modèles. Oh capitaine, mes capitaines, carpe diem, gardez le cap sur l'essentiel. Un humain sans rêve est comme un oiseau sans aile dans le jardin d'Éden. Donc soyez vous-même et n'oubliez jamais la lumière au bout du tunnel pour libérer les héros et héroïnes naturels qui sommeillent en vous dans l'étincelle de vos prunelles. Quel horizon, quel hymne, quelle ambition, quel rythme pour réussir, pour le meilleur et pour l'avenir. Quelle vision, quel impact, quelle mission et quel pacte pour réunir tout le bonheur de toute la vie. Ne t'attaque pas au système, démode-le, et l'avenir sera merveilleux. Humain, horizon, harmonie, haut-parleur, les 4 H du réveil majestueux. RH veut d'abord dire rendre heureux. Alors force et bonheur, il sera une fois sans S dans vos valeurs, un pour tous et tous en cœur. Si les vainqueurs écrivent l'histoire, que les grands cœurs écrivent l'avenir. La vie est belle et rebelle, donc ensemble, levons nos rêves vers une économie virtuelle. Business plus sagesse égale richesse plus happiness dans la ruée vers l'aura de vos êtres de noblesse. Merci. Bravo, un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Bravo, je te propose de t'asseoir, là sur le pouf juste là. Bravo Vincent, maintenant on peut dire qui tu es. Tu peux nous en dire un peu plus, d'où sort cette poésie? Tu es entrepreneur. Oui, je suis un Chief Poetic Officer, donc un poète d'entreprise. J'interviens pour réenchanter des événements, sublimer des marques et humaniser le monde de l'entreprise à travers des conférences, des discours poétiques et puis du conseil en identité de marque. Tu m'as ébloui parce que moi, j'arrive pas à retenir des numéros de téléphone. Donc là, franchement, bravo. Et je savais pas que RH, ça voulait dire rendre heureux. Ça, je pense qu'on ne le savait pas tous. T'es pas heureuse, Hélène? Si, maintenant, si. Après ce moment-là, si. Merci beaucoup pour ce moment de poésie. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus terre-à-terre. Je vous propose d'accueillir notre invité, mon co-animateur, Paul Morlet, qui va nous pitcher sa boîte en dessin. Eh oui. On peut chercher à deviner dans le public. S'il vous plaît. Parce que moi, je sais ce que c'est. Des lunettes à 10 €. On me dit tout de suite des lunettes à 10 €. Mais les gens connaissent déjà, c'est ça. Ah, voilà. Je vois qu'on a des connaisseurs quand même dans la salle. Et j'entends dans la salle. En 10 minutes. Ça a été trouvé, ça a été trouvé. C'est le problème avec les entrepreneurs stars, c'est que Bravo. tout le monde sait déjà ce qu'ils font. Tu peux prendre un micro, Paul, et t'asseoir à côté de moi. Ouais, donc voilà. Juste là. Donc je suis patron de la loge aux chaussures, comme vous le comprenez bien. Voilà. Paul qui est aussi humoriste à 16h. Du coup, peut-être 2-3 mots sur ce que tu proposes. Donc, tu es le fondateur de Lunettes pour tous, qui propose des lunettes
à 10 € à partir de 10 € en 10 minutes. C'est incroyable, hein. Moi je porte des lunettes, je suis complètement sidérée. Comment c'est né cette idée? C'est assez simple finalement, c'était de se dire que Parle bien dans le micro. c'était assez cher, ça on le savait, tout le monde le sait. Mais surtout que c'est très loin à voir en fait. Il fallait aller chez l'ophtalmo, attendre 9 mois, trouver un opticien et un prix, trouver un... Parce qu'il y avait beaucoup d'offres en fait, une paire achetée, une paire offerte, c'était pas très lisible. Beaucoup de concurrence sur le marché, mais des prix qui se tenaient. Et on a voulu créer finalement une offre plus rapide et moins chère. En fait, on a voulu simplifier le truc. Donc on n'a pas créé un truc super révolutionnaire, mais on a créé un truc simple et rapide. On s'est mis dans toutes les villes de France au bon endroit et ça a marché comme ça. Voilà. J'imagine que quand tu proposes des lunettes à 10 € en 10 minutes, tu as des millions de bâtons dans les roues de la part des opticiens en place. Bah, eux non, c'est juste du contre-discours, mais après ça fait de la com, ça nous ramène du monde. Le plus compliqué c'est les ophtalmos, finalement, c'est les clients qui ont des mutuelles qui remboursent plutôt bien et qui sont assez confortables chez eux. Donc faut arriver à les choper avec des offres différentes et une promesse qui est assez forte pour pouvoir y aller en fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui est hyper important dans ton parcours, c'est Xavier Niel. Tu veux nous en dire un mot? Oui, on a créé le concept ensemble et ça fait 5 ans qu'on est ensemble sur le projet et qu'on continue de le développer. Donc ça a été une rencontre importante à l'époque et qui aujourd'hui permet d'avoir 700 000 Français qui s'équipent tous les ans avec des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes. Voilà. Tu m'as dit un truc incroyable, c'est qu'en fait, le truc le plus difficile, c'était peut-être de convaincre les clients que non, il n'y avait pas de loup. Oui, tu peux avoir des bonnes lunettes à 10 €. C'est possible. Quand vous lancez un concept nouveau, mais que finalement, il y a plein de choses qui vous paraissent mieux sur le papier, donc moins cher, plus rapide, plus moderne, etc. Finalement, c'est pas forcément un plus, c'est aussi un handicap parce qu'il faut pouvoir rassurer les clients. Donc, parce que déjà, la vente dure 10 minutes et pas 2h30. Les clients sont debout et pas assis. Il y a plein de choses qui vous paraissent mieux, mais qui en fait sont déroutantes. Donc finalement, on a besoin de rassurer avec notre partie, d'avoir des emplacements connus, des enseignes connues autour de nous et d'avoir une communication qui finalement est assez classique pour pouvoir s'installer dans le paysage des gens, sachant que la relation que le client a avec l'opticien, c'est un peu un médecin de famille finalement. Donc on peut pas choper, à part à Paris où vous avez des gens qui bougent tout le temps, mais sur les petites villes en fait, la relation elle est installée depuis 20 ans en fait. Et on va chez l'opticien, chez qui notre maman ou notre papa allait finalement. Donc c'est très compliqué d'aller déloger en fait les clients de ce truc-là. Donc là, les mutuelles baissent, les remboursements sont de plus en plus mauvais, le gouvernement a fait une loi, les délais sont de plus en plus longs, les médecins, il y a des déserts médicaux, donc ça va dans le sens. Voilà. Et vous avez réussi avec brio. Je te propose d'accueillir maintenant le reste de notre plateau. On a deux possibilités. Allez, on part avec Damien. Allez, Damien. Je prends ta canette. Je t'explique le concept. C'est pas si facile. Il faut d'abord pitcher en dessin ta boîte et on va essayer de deviner. Tu as tout ce qu'il faut, pas besoin de micro pour l'instant, tout ce qu'il faut dans la tasse. Tu peux effacer avec les effaceurs et on va essayer de deviner. En attendant, j'ai une question du public pour Paul. Comment tu as tué le game? J'ai pas tué le game. Hein. Non, il y a encore du taf. Faut jamais dire ça. Tu peux effacer avec l'effaceur juste là. tu proposes une offre différente. Aujourd'hui, on n'a que 7% du marché. C'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Donc, quand on aura 30% du marché pendant 58, je vous dirai on a tué le game. Là, pour l'instant, on s'installe. Voilà. Allez, on se concentre sur Damien. Vous pouvez deviner dans le public. Toi, tu sais ce que c'est, Paul? On se connaît un petit peu. Ah, donc tu peux pas deviner. C'est un smartphone déjà. Un smartphone, c'est vrai, c'est pas mal. Ou bien ça peut être une maison, non, on sait pas. Une tablette. Une maison. Là, tes talents de dessinateur sont mis en cause. Hein. Ça peut être... T'es pas bon au Pictionary, toi? Non, c'est vrai que je suis pas bon. C'est la livraison c'est une boîte. Livraison de téléphone. Location de smartphone d'Adrien. Ah, c'est parfait. Tu peux t'asseoir juste ici, prendre un micro et tu peux nous en dire un petit peu plus. Damien Morin de Mobile Club. Top. Merci beaucoup. Parle bien dans le micro, ouais. Je dois bien parler dans le micro. Donc, j'ai lancé Mobile Club en mars de l'année dernière. Donc, il y a une offre qui fait de la location de smartphones sans engagement, avec une assurance vol et casse incluse dans le prix, à des tarifs qui sont très agressifs, puisqu'en moyenne, on est 50% moins cher que les opérateurs. Comment on fait ça? En fait, à la place de louer des produits qui sont neufs dans des boîtes cellophanées, on loue des produits qui sont d'occasion ou reconditionnés, ce qui nous permet de dégager le sans engagement. Donc le client peut le garder 1 mois, 2 mois, changer d'appareil autant qu'il le souhaite. Notre mission, comme un loueur de voiture, c'est de louer un produit qui est parfaitement fonctionnel, au bon prix, et le client peut changer quand il le souhaite. Pardon, il y a Paul qui s'installe à côté de moi, c'est super. On est comme à la maison. Merci beaucoup pour ce petit pitch. On va tout de suite accueillir le dernier intervenant de notre table ronde. Maxime, c'est le même exercice, hein. Il n'y a pas de secret. Un pitch en dessin et on essaye de deviner aussi dans le public qu'est-ce que c'est que son projet.
Pas encore. Alors, bon, c'est des gens. Un costard cravate, un avocat. Donc en fait, plus ça avance, plus les projets sont quand même C'est sérieux. un site internet. C'est quand même, C'est de moins en moins Met en facile quand même. relation des gens. J'entends mise en relation. Mise en relation, contrat, Voilà. mise en relation. Ah ouais. Je veux dire un mot-clé quand même, c'est juridique, je crois. c'est un notaire connecté. C'est presque ça. Bah alors, je te propose de t'asseoir juste ici et de piquer un petit micro. Et dis-nous tout, Maxime, de Captain Contrat. Ouais, alors Captain Contrat, c'est une plateforme de services juridiques pour toutes les petites boîtes, les startups et les TPE-PME. Le but, c'est vraiment de les accompagner en fait dans la création d'entreprises et dans la gestion de tout leur juridique, que ce soit la rédaction de contrats, que ce soit la modification de société, que ce soit les augmentations de capital, etc. Le constat, c'était que tout simplement aujourd'hui, il n'y avait pas forcément de partenaire pour la petite boîte pour gérer tout son juridique. C'était un truc qui était très chiant et qui faisait perdre du temps en fait, aux dirigeants qui, plutôt que de passer du temps sur sa valeur ajoutée qui était de développer son chiffre d'affaires, perdaient du temps à essayer de trouver des moyens et perdaient de l'argent. Et du coup, on a apporté de la technologie en fait, à ce marché, et en se disant comment est-ce qu'on peut tout simplement moderniser et baisser les coûts en automatisant des choses qui sont à faible valeur ajoutée, et toujours apporter l'expertise par un réseau d'avocats qualifiés. Donc c'est pour ça qu'on a créé Captain Contrat. On a 5 ans aujourd'hui, on a plus de 10 000 entreprises qui sont clientes de Captain Contrat. Et en plus de faire appel à nous pour des points ponctuels, on a maintenant un département juridique en ligne où toutes les entreprises s'abonnent en fait et gèrent tout leur juridique directement sur Captain Contrat. Et la promesse finalement, si quelqu'un veut monter une boîte ici, combien ça coûte de monter une boîte finalement en 1 heure chez toi? C'est 129 € plus les frais administratifs légaux. Qui sont facturés au réel finalement. Ouais, qui sont Donc, facturés au pour réel. 130 € en fait on peut monter une boîte, une SAS ou Ouais. alors qu'avant un avocat ça coûtait en moyenne. Ça coûtait 2000 ou 3000 € pour créer une boîte. Et Et en surtout, il y a un délai, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à créer des boîtes. Si tu le fais en Ile-de-France, on crée des boîtes dans la journée. Ceux qui sont là peuvent aller sur le site internet tout à l'heure finalement, s'inscrire, avoir un numéro de tirette demain pour 129 €. Ouais, exactement. C'est une vraie promesse. Mm. D'accord, donc plus rapide et moins cher. Super, t'as quelqu'un qui fait ta promo, Ouais, c'est super, génial. hein. Il est génial. Ce que vous avez tous en commun là, c'est que vous avez tous plus ou moins, j'aime pas trop ce terme, mais disrupté le marché, proposé quelque chose de nouveau. Est-ce que vous voyez des points en commun tous les quatre? Oui, forcément, on est sur des marchés qui sont sur des produits qui sont grandement consommés. Les smartphones, c'est plutôt B2B ce qu'il fait, mais c'est très consommé. On a un marché qui est quasiment équivalent. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y avait un problème d'accès de prix. Et lui, dans son marché, plus ça avance, plus c'est cher. Donc il y a un vrai problème parce que l'iPhone a quand même fait x3 en prix, je crois. Je crois que c'est ça depuis 10 ans. Donc c'est un vrai budget. Et nous, c'était un autre sujet aussi en termes de prix. Puis on a rendu le truc peut-être plus facile, plus ludique en fait finalement, et peut-être un peu moins opaque. Donc la consommation finalement, généralement quand vous faites ça, vous ne faites pas que baisser la valeur du marché, vous montez aussi la consommation. Je pense que les boîtes feront plus de contrats plus facilement. Elles se diront pas, une fois le deal fait, bah non, on ne fait pas de contrat parce que c'est compliqué. C'est parfois plus compliqué de se mettre d'accord avec un avocat qu'avec un partenaire. Donc c'est un peu compliqué. Et puis c'est vrai que d'accéder à un téléphone de qualité, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, sachant qu'on n'est pas super aidé, on n'est plus aidé par les opérateurs comme on l'était avant. Damien, en fait, c'est ce que vous avez fait. Vous avez comblé une lacune qu'il y avait vraiment dans le marché, selon vous? Ouais, pour revenir sur le point commun, en fait, on a les mêmes propositions de valeur, c'est la rapidité et le prix. En fait, c'est drôle. On utilise de la technologie dans des métiers où il n'y en avait pas beaucoup pour pouvoir avoir ces deux propositions de valeur-là qui sont fortes. Ouais. J'ai envie de te poser la question, Vincent. Du coup, toi, mais comment, à ton niveau, tu disruptes le marché? Il faut partager les micros. Moi, je me souviens de cette phrase du patron de LinkedIn qui disait que si tu n'as pas honte de mettre ton produit sur le marché, il est déjà obsolète. Et c'est justement ça, en fait, tu peux créer un nouveau besoin, le disrupter, mais en fait, à un moment donné, tu vas devenir pionnier, tu vas devoir évangéliser le marché. Et après, en fait, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu es dans ton boulevard, dans une voie où tu peux tout faire, en fait. Donc ça permet de ne pas être le meilleur, mais l'unique pour pouvoir durer dans la durée. Donc, stop. Maxime, tu veux rebondir peut-être? Toujours Ouais, je pense que dans disrupter, alors c'était un mot qui a été pas mal utilisé ces dernières années. Trop peut-être. On est même allé jusqu'à parler d'ubérisation de marché. Donc on l'a pas mal marketé en fait ce terme. Je pense que dans disrupter, il y a surtout cette notion de rupture. Ça veut dire faire quelque chose de vraiment différent de ce qui était fait avant. Nous, dans notre marché, en fait, c'est faire différemment de ce que les avocats et les experts comptables faisaient jusqu'à présent, avec toute leur déontologie et toutes les règles assez complexes qu'il a fallu comprendre et qu'il a fallu essayer de
de pas aller contre ces règles, parce que le but c'est de rester du bon côté en fait de la barrière, tout en essayant d'innover. Et c'est ça la complexité, je pense, sur nos marchés, c'est qu'il y a déjà des acteurs existants qui sont plus gros que nous, qui sont sur une espèce de rente, et qu'en fait il faut bouger, voire il faut dégager, et en fonction des marchés, soit on le fait avec eux, nous ça a été notre cas, soit on le fait sans eux, et à ce moment-là il faut être plus fort, et du coup comme on est souvent moins bien financé, même si aujourd'hui le capital risque permet de bien financer nos boîtes, il faut qu'on soit plus smart en fait. Et finalement, le rôle de ta boîte par rapport à plein d'avocats, parce qu'on dit qu'il y a des avocats qui gagnent beaucoup d'argent, d'autres qui ne gagnent pas du tout, qui gagnent rien. Est-ce que finalement une boîte comme toi permet à des avocats qui sont en devenir, qui débutent, d'arriver d'assurer un minimum de revenus en fait entrant, parce que tu as plein de dossiers qui arrivent, parce que tu es connu sur le marché, que tu es une référence, et d'éviter que finalement les plus gros cabinets prennent tous les deals comme ils le font aujourd'hui. Est-ce que tu as cet effet un peu finalement de les mettre en amorçage un peu, parce que finalement tu rends service à des clients comme nous, mais finalement il y a aussi les avocats sur qui tu amènes du travail, qui n'avaient pas cette puissance de démarchage avant en fait finalement. Ouais, on rend service avant tout, enfin nous notre client ça reste la petite boîte, et c'est même notre raison d'être, et après on rend finalement pas mal de service aux avocats, surtout soit des jeunes avocats, soit des avocats dans des petites structures, tout simplement parce qu'aujourd'hui en fait le marché de la TPE-PME il ne l'adressait pas. C'était principalement adressé par les experts comptables. Et donc le but c'est comment est-ce que tu vas leur permettre d'avoir accès, et notamment via Internet. En fait c'est un flux naturel de clients qu'ils n'arrivaient pas forcément à capter avant. Et ce qui est intéressant, c'est côté avocat, il y a les mêmes tendances que côté entrepreneur. Tu vois, tous ces mecs qui ont commencé à bosser dans des grosses boîtes, puis ils se sont dit, mais en fait, j'en ai marre de me faire fouetter, je vais créer ma propre boîte parce que ça a du sens pour moi. Mais ils sont dans cette même démarche de se dire, je ne vais pas bosser dans des grands cabs, je vais créer mon petit cabinet. Et grâce à Captain Contrat, aujourd'hui, des avocats d'une trentaine d'années lancent leur cabinet, ont des collaborateurs et sont leurs propres patrons. Ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Donc en fait, on a, contrairement à ce qu'on pensait au départ, on s'est dit qu'on va se faire haïr en fait, des avocats. Finalement, on a une très bonne cote, notamment auprès de cette cible d'avocats-là. Parce que tu les fais bosser finalement. Ouais. Mais j'ai une question, les avocats, ils n'ont pas le droit, comme les experts comptables, ils n'ont pas le droit de faire de communication, les avocats, en France. Ils ont le droit de faire de la communication, Ouais, si. Ils n'ont pas le droit de faire du démarchage, ils n'ont pas le droit de faire du porte-à-porte, par exemple. Tu vois, toi, tu es beaucoup plus libre, du coup. moi, je suis beaucoup. Tu as le droit de faire ça pour eux et sans que ce soit eux, en fait. Ouais, mais en fait, je peux pas me rémunérer sur tout. C'est-à-dire, je peux pas me rémunérer sur le fait que je leur apporte des affaires. Je peux me rémunérer, par contre, sur le fait qu'ils utilisent mon outil. Voilà. Tu vois. Donc ça, c'est. Ok. On a parlé rapidement des obstacles. Toi, c'était peut-être un peu les opticiens et voire même tes clients. Toi, peut-être les avocats. Est-ce que vous deux, vous avez rencontré des obstacles, peut-être des personnes qui étaient déjà établies, Damien ? Moi, je suis en concurrence avec la totalité des constructeurs et des opérateurs. Donc, c'est vrai que finalement, c'est pas une petite concurrence. Tu as eu des menaces, des têtes de chevaux dans ton lit non ? Peut-être que je vais en rencontrer, mais non, Référence du parrain. J'ai pas eu de choses très exotiques pour le moment, mais c'est vrai que alors en fait finalement on est en concurrence avec tous ces gens-là, mais on n'a pas du tout le même flux de sourcing. Rapidement, je peux parler du téléphone d'occasion. La majorité des produits d'occasion se cèdent en C2C, de client à client, sur des plateformes comme Le Bon Coin, où ils se vendent dans les familles, à ses copains, etc., etc. Il y a un petit peu de flux qui est capté par des professionnels du secteur, qui est en fait du flux qui est généré par le renouvellement, soit des opérateurs, soit des constructeurs. Vous allez par exemple en Apple Store, vous voulez acheter le tout dernier iPhone, on va vous proposer de vous reprendre votre 6, votre 7, votre 8, votre iPhone 8, moyennant un prix un petit peu plus, un peu moins onéreux sur le neuf. En fait, ça permet de mieux convertir le client, parce qu'on va baisser de 300, 400 € la facture du nouveau produit. Le problème, c'est que les constructeurs et les opérateurs ne revendent pas de produits d'occasion. En fait, vous avez des gros brokers au-dessus qui rachètent tous les volumes, qui sont des grosses boîtes B2B. Et moi, je source auprès de ces gens-là, et les opérateurs se sourcent auprès des constructeurs. Donc finalement, on a quand même des flux assez distincts, qui fait que pour l'instant, on n'a pas vraiment de problématique frontale, quoi. Avant de laisser pitcher les gens dans le public, j'aimerais vous demander à chacun peut-être un conseil que vous aimeriez donner à des entrepreneurs qui ont envie de se lancer et peut-être de disrupter le marché. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Vincent ? D'oser rêver, d'oser échouer et d'oser recommencer. Tout simplement. Moi, j'ai une très belle citation et qui est pas tellement là-dessus, mais que je pense qui est primordiale en fait quand on définit sa mission de vie, son utilité, etc. C'est Picasso qui disait que le but de la vie est de trouver ses dons et le sens de la vie d'en faire don aux autres. Et ce qui permet en fait d'être dans une voie où on peut à la fois se réaliser et contribuer au monde qui nous entoure, parce que c'est fondamentalement l'essence de notre génération aussi, d'avoir un impact positif dans le monde. Maxime, un conseil à donner aussi ?
Ouais, je pense nous, on a passé beaucoup de temps à réfléchir à notre idée, alors que finalement, c'est pas du tout celle-là qu'on avait au départ. Et l'idée, on l'a finalement trouvée en se lançant et en itérant, en fait, et en rencontrant notre marché. Donc moi, le conseil que j'aurais, c'est bien sûr, à part le fait de créer votre boîte avec Captain Contrat, ça c'est la première étape, mais au-delà de ça, bien sûr. c'est d'itérer en fait et de le faire maintenant et de se dire en fait, j'ai pas besoin que tout soit hyper prêt et clean pour me lancer. Il faut que j'y aille et ensuite, il faut surtout que je parle à mes utilisateurs pour comprendre en fait c'est quoi mon positionnement, c'est quoi ma proposition de valeur. Damien, on laissera le mot de la fin à Paul. Moi, je trouve qu'il y a un peu une hype autour de l'entrepreneuriat. On voit le salon des entrepreneurs, il y a de plus en plus de gens qui viennent, etc. etc. Je trouve qu'il y a de plus en plus de masse, mais il n'y a pas forcément beaucoup plus de qualité, si je peux me permettre le terme. En complément de mon activité, je suis un des directeurs chez The Family. Et en fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent et qui font pas un vrai métier par ADN ou par passion. Et du coup, ils ont peu de conviction marché et qu'ils le font parce que c'est hype de monter sa boîte. On voit sur Instagram, tout le monde est CEO de tout, de sa boîte sur LinkedIn. Et en fait, les gens sont CEO de rien. En fait, ils sont porteurs de projets. Et souvent, les projets n'aboutissent pas parce qu'ils le font pas par énorme conviction marché. Et donc, j'inviterais les entrepreneurs à se poser la question si c'est vraiment quelque chose, un terrain sur lequel ils ont envie de s'engager. Avoir de la conviction. Et toi, Paul, mon co-animateur? C'est vrai que ce que dit Damien est hyper intéressant parce que c'est un truc depuis 3 ans qu'on va sortir. Et c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est avant tout être patron. Et ça, les gens l'oublient parce qu'on voit plein de gens qui finalement sortent d'une grande école, se disent ou je rentre chez les Big Four dans une grosse boîte, ou je suis entrepreneur, je lève des fonds, je me paye à peu près le même prix, sauf que j'ai pas besoin de porter une chemise. Et je peux raconter que je suis entrepreneur dans les soirées. Donc c'est vrai qu'il y a un oubli finalement de responsabilité parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur, vous embauchez du monde. On a connu, t'as connu cette histoire-là avant. Quand vous avez 200, 300, 500 personnes avec vous, en fait, c'est pas juste cool, c'est pas juste fun de dire je suis entrepreneur. Il y a un vrai côté responsable. Donc ça, c'est le premier sujet. Et je pense qu'il faut, ça devient un peu plus mature en fait en termes de responsabilité. Et il faut bien se dire qu'en fait, entrepreneur, c'est les mêmes obligations que tout le monde. Et on est aussi dans l'obligation de faire ses formalités sur Captain Contrat comme tout le monde. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'avant de se lancer, il y a plein de gens qui viennent nous voir aussi sur le salon qui nous disent ah ouais mais moi j'ai regardé, j'ai fait un tableau, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc ils trouvent toujours les 1000 contraintes avant d'y aller. Du coup ils y vont pas. Ouais. Et que c'est vrai que moi je sais que je l'ai fait très jeune. J'ai commencé à 20 ans. J'étais très mal renseigné sur mon univers et c'est ce qui m'a permis d'y aller finalement et de ne pas me poser de questions. Et une fois en situation, vous n'avez pas le choix que de gérer. Donc finalement, et là vous y arrivez. Et là vous avez fait un truc que peut-être que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire en fait. Et c'est le fait de trop se poser de questions, de trop avoir de conviction sur le négatif, fait qu'on n'y va pas. Voilà. Et finalement, il y a plein de gens qui vont sur des marchés qui paraissent en fait idylliques. Donc on voit des gens qui arrivent avec des marchés en disant moi j'ai pas de concurrence, c'est génial. Parce qu'il n'y a pas de marché. Voilà. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Voilà. Ne pas se poser de questions. Bien sûr, juste Maxime. une petite réaction. En fait, il y a un truc. Comme on accompagne pas mal de boîtes de toutes les tailles, on voit un peu ce que c'est le marché de l'entrepreneuriat en fait en France. Et il y a un peu un prisme qu'on a qui est un prisme assez parisien, assez pro-startup. Finalement, des startups, il y en a 20 000 en France. Et il y a 3 millions de TPE en fait, dont 80% qui n'ont pas de salariés en fait. Et c'est ces mecs-là qui créent en fait la majorité des boîtes en France. Et voilà, c'est juste pour remettre un peu en perspective que la disruption, parce que c'est le thème un peu de notre conférence, c'est pas la seule manière de créer une boîte. C'est probablement une bonne manière pour créer une boîte à plusieurs centaines de personnes. C'est pas la seule manière de se lancer et de trouver du sens dans ce qu'on fait. Voilà, je voulais juste remettre Parfaite conclusion. Merci beaucoup, Maxime. Maintenant, j'ai proposé aux personnes dans le public d'oser se lancer aussi, de ne pas réfléchir et de venir pitcher. Et comme ça, nos entrepreneurs déjà bien établis vont essayer de deviner en 30 secondes votre projet. Tes affaires. Ton prénom? On a un premier candidat. Fabien. Fabien. Je rappelle au public qu'il peut jouer à deviner ce que font les startups. Avec le tampon. T'as le temps. Voilà, et que ceux qui veulent pitcher peuvent le faire. Alors là, on va voir si vous étiez tous bons au jeu de société. Il va falloir deviner. Le soleil. Un soleil. Donc c'est dehors. Un agriculteur. Ah mais je sais ce que c'est, moi c'est génial. C'est une casquette. Indice, Matt Pokora. Mais tu sais, Adrien. Tu fais une marque de casquette. Une marque de chapeau. C'est une casquette qui a... Une casquette connectée, un chapeau connecté. Tricheur, une casquette solaire. Ouais. Il faut absolument que tu nous montres. Une casquette avec des lunettes. Vous allez voir, c'est vraiment fabuleux. Une casquette
avec lunettes de soleil intégrées. Voilà. Ah ouais, Alors là, bravo. Encore bien dans la cam, refais-le. ça, si c'est pas de la disruption de marché, je ne sais pas ce que c'est. Ça Là, fera un vraiment, gif. on a ouvert une brèche. Magnifique. Merci Concours mille fois. d'épines, ça va Tu veux nous dire un mot peut-être rapidement sur ta boîte, Fabien? Bonjour. Je me suis lancé en avril 2018 sur un produit en fait, où j'ai créé finalement des lunettes qui ressemblent à une casquette qui s'appelle Naox. J'ai décidé de me lancer suite à un besoin que j'ai moi éprouvé durant une pratique sportive, notamment le running. Et finalement, je me suis aperçu qu'un certain nombre de personnes pourraient en avoir besoin sur tout type d'activité en extérieur, que ce soit de la voile, du golf, du paddle, de la randonnée, partir à la plage. Donc au final, j'ai décidé de me lancer. Alors il existe 2 tailles de casquettes pour monsieur, mais donc pour le coup, il faut prendre un peu le coup de main et après on peut la régler sur l'avant. Et finalement, je m'aperçois qu'il y a également des gens qui sont intéressés dans leur cadre professionnel. Il y a un certain nombre de couvreurs, de paysagistes qui peuvent l'utiliser. Voilà. J'ai Merci une mille question fois. quand même, Ah, bah. Parce que c'est une invention que tu as faite. Et tu faisais quoi avant? Alors moi j'ai travaillé pendant 18 ans dans la banque, donc j'ai fait un virage à 180 degrés de ce que je faisais auparavant. Et j'ai décidé de me lancer. Ce que tu disais tout à l'heure sur les contraintes, j'avoue que je les ai regardées un peu, mais de très loin. D'accord. Et je me suis lancé. Et tout le monde peut devenir inventeur en fait finalement. Tout le monde, je pense qu'a dans sa tête, à mon avis, un certain nombre d'inventions. Après, il faut juste les mettre en place et il faut trouver surtout les bons contacts pour réaliser cette invention. La grosse difficulté que moi j'ai éprouvée, c'était comment passer du concept artisanal Ouais. à une méthode industrialisée avec une production. Et c'est là où, en général où ça bloque. D'accord. Et combien il faut de mise au départ pour commencer, pour passer de banquier finalement à inventeur de casquettes lunettes? Alors là-dessus, on a quand même réalisé 18 mois de R&D, 10 prototypes. Donc j'aurais tendance à dire que pour sortir une première production finalisée sur ce produit-là, il faut quasiment quand même 50 000 euros. D'accord. Donc C'est quoi le prix du produit? Alors aujourd'hui, je le vends en prix de vente public TCC 59 euros sur un site web internet commerçant et également en boutique où je commence à développer sur l'implantation produit en boutique. Ok, Merci excellent. mille fois. Je crois Bravo. que tu as séduit Bravo, tout le en tout monde. cas. Bravo à Merci toi. beaucoup. On va prendre un autre candidat. C'est dur de passer après Fabien. Mais allez, on va peut-être en prendre un dernier. Maintenant, notre entrepreneur, il est jeune, il est beau, il s'appelle Lior. On n'en dit pas plus. Allez, Et on Yor. devine dans le public. Tu as le tampon, Craie, la c'est là. craie. Et on va essayer de deviner ce que tu fais. Et on juge pas la qualité du dessin, c'est promis. Parce que moi, je dessine pareil. Encore un bonhomme. Donc il y a un client, c'est bien. Ça fait un. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mise en relation. C'est un presse-citron. Oula. Une bouteille. C'est du Non, vin. non, non. C'était un alcoolique. Ouais. De Un sac l'argent en de bouteille. pognon. Une bourse. Une Ça a l'air bourse, ouais. compliqué, ça. Une bourse. Ah, la bourse. Et là, Tu rentres en bourse Un immeuble. des immeubles. Financement immobilier. Ah, donc, ouais. C'est ça? Ouais. On va. Ok. Tu as le micro pour nous expliquer. Dis-nous d'abord ton prénom, ton nom, le nom de ta boîte. Et dis-nous tout. Alors, je m'appelle Lior Pardo. Bien dans le et, micro. ma société, c'est PropTech Invest. Et je propose de l'investissement locatif pour les particuliers et les entreprises. D'accord. Excellent. La promesse par rapport au marché. Alors, la presse pas pour marché, c'est une entreprise destinée pour des particuliers et des entreprises qui souhaitent être accompagnés d'un immobilier de A à Z. Du coup, pour pouvoir investir dans toutes classes d'actifs, dans des bureaux, des commerces ou de l'habitation, un peu partout en France. Et avec des rendements évidemment plus ou moins risqués en fonction de la Mais demande et des capacités de financement. On est démarché par des banques pour des produits comme ça, mais qu'est-ce que tu amènes finalement en plus? Tu as un meilleur rendement, une meilleure garantie? T'as Alors, la des projets qui différence. sont responsables ou une orientation sur tes projets? Alors, on s'adapte en fonction du client. Ouais. Et généralement, ce type de projet est fait par des grandes entreprises type CBRE ou Savis. Et nous, on propose du coup la même qualité et le même accompagnement pour des entreprises, des PME ou bien des particuliers qui souhaitent avoir la même qualité de service. D'accord. Puisque PropTech Invest travaille directement avec des courtiers en assurance, des courtiers immobiliers, des avocats, des notaires, des auto-entrepreneurs partout en France. Donc ta concurrence, c'est CBRE par exemple. Oui, mais ça ne sera pas le même patrimoine, ce sera plutôt des SCPI ou des gros actifs. Il y a un ticket minimum ici, pardon, Ah désolé. L'enceinte est là-bas, mais moi je suis là. Il y a un ticket minimum. Dans les 300 000, donc c'est assez Ah oui, accessible à tout le monde. Après, C'est pas voilà. très crowdfunding, c'est quand même. C'est de l'investissement. Ok. Ouais, non, c'est pas du crowdfunding. Ok. Clairement pas. D'accord. Le but, c'est d'avoir vraiment son patrimoine propre et pas d'avoir la paire papier comme la SCPI ou OPCI.
Ok, excellent. Merci beaucoup. Tu peux nous rappeler le nom de ta boîte? PropTech Invest. Merci beaucoup, bravo. Excellent, bravo. Je crois qu'on a un dernier candidat. Un dernier. Dernier parce que vous en avez marre, parce que là, je crois qu'il y a pas mal de monde qui veut Bah, pitcher. c'est juste que je veux pas bloquer nos entrepreneurs, mais... Si vous en voulez moins, faut arrêter de poser des questions. Hein. Alors, maintenant, je vous propose de découvrir Sabri et son projet. Allez, faut finir en beauté, là, T'as Sabri. compris le principe. Je veux pas mettre la pression, mais il va falloir finir en beauté. On a eu des casquettes. On peut toujours deviner dans le public. C'est un porte-manteau. Ah non, c'est un bonhomme. Ouais. C'est encore un bonhomme, c'est toujours un bonhomme. Tellement de formes de bonhommes différentes. Une idée? Ah, C'est un micro, un chanteur. Ouais. Une enceinte, non? Une enceinte dans le cloud. Bah, une enceinte dans le... Quoi? Un concert, j'entends derrière. Non. C'est Un ampli, C'est à la maison ou une pas enceinte. Salle de concert, C'est c'est un extérieur. événement. c'est en entreprise. C'est des cours de chant. Production Non, d'événements. c'est une chorale. Production d'événements, événementiel. Je suis Non, ici, toujours. L'enceinte est là, mais moi, je suis toujours là. Décidément, tu pourrais pas te mettre à Mais il côté est de génial, l'enceinte. Damien. Tu peux nous expliquer du coup, Sabri, le nom Alors, de ta boîte d'abord? Bonjour à tous, je m'appelle Sabri, du coup ma boîte c'est Kimok et c'est une entreprise justement qui organise des shows humoristiques dans les entreprises. Et après on pousse aussi au niveau de la formation, savoir comment pitcher, comment détendre l'atmosphère on va dire à travers de blagues ou autres. Et j'ai commencé ça parce que ça fait maintenant 3 ans que je fais de la scène. Et du coup j'ai un on va dire, portefeuille d'humoristes qui est de plus en plus grand avec des humoristes plus ou moins connus. Et je me suis dit, j'ai organisé ça plein de fois dans mon école, pourquoi pas maintenant le faire en entreprise? D'accord. Et on a commencé récemment. Il y a qui dans ton Fais-nous une portefeuille? blague. Ah, vous J'allais voulez- te demander, mais c'est pas sympa. Non, Vas-y, fais une blague, ça fais c'est une le blague. pire truc. ok. Sois drôle. C'est nul. Fais-moi rire. Non, il y a Non. qui dans ton portefeuille Il y a d'humoriste? qui dans mon il y a des humoristes qui sont pas du tout connus et on peut monter jusqu'à des Farid, Roman Fressinet, Jason Broker, c'est des mecs un peu comme ça. D'accord. Donc, voilà. T'as pas eu le temps de préparer une blague du coup Non mais les gens ne sont d'échantillon, pas là pour avoir une blague, donc c'est pas T'as pareil. des que- échantillons, ouais. Le dessin, il est moche. Hein. Non, je valide complètement le dessin. Merci mille Merci fois à vous. Sabri, Merci. merci à tout le monde. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci à tous. On se retrouve à 16h dans pas longtemps pour une autre émission en direct.